Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Charlie Dalin, dans la légende, le skipper français a remporté la 10e édition du Vendée Globe en pulvérisant le précédent record de 9 jours. Nous en parlerons dans quelques instants avec le président de ce Tour du Monde en solitaire, Alain Leboeuf. Nouveau centre hospitalier Princesse Grace, amélioration de la prise en charge des patients, une activité en hausse de 5%. Le CHPG dresse le bilan de l'année écoulée et se projette sur l'avenir. Benoît Trousseau de Sévelinges sera notre invité. Dernier réglage pour le Festival international du cirque de Monte-Carlo. La 47e édition débute vendredi soir. Nous nous sommes glissés dans les coulisses des ultimes répétitions. Dans ce journal également, 6 siècles d'histoire de l'édition intègre le fonds patrimonial de la médiathèque de Monaco, un don exceptionnel de plus de 600 ouvrages. Et puis cette saison, la récolte des bigaradiers a débuté en principauté avec la possibilité, si vous le souhaitez, de récupérer ces oranges amères. Il a franchi la ligne d'arrivée ce matin aux premières lueurs du jour. Charlie Dalin est le grand vainqueur du Vendée Globe. Il aura passé 64 jours en mer pour boucler son tour du monde en solitaire, pulvérisant ainsi l'ancien record établi par Armel Lecléache en 2016. Le skipper français a retrouvé la terre ferme pour célébrer cette victoire mémorable que nous allons évoquer avec le président du Vendée Globe qui est en duplex avec nous depuis les Sables d'Olonne. Bonsoir Alain Leboeuf. Bonsoir. Merci de nous accorder du temps dans cette journée historique pour le Vendée Globe. J'imagine que la nuit a été courte pour vous. Vous avez veillé pour suivre l'arrivée de Charlie Dalin? Oui, effectivement, c'était une nuit très courte puisque en fonction du vent, on l'imaginait à 1 heure, puis une autre heure, puis encore une autre heure. Donc il a fallu s'adapter, mais dans des moments comme ceux-là, le sommeil, j'ai envie de dire, peu importe. C'est incroyable ce qu'il vient de réaliser, hein. Il a pulvérisé le record du Vendée Globe avec un tour du monde bouclé en 64 jours. Il nous a tous surpris. Il a fait un Vendée Globe extraordinaire avec un record qu'on n'imaginait à aucun instant. En fait, c'est une très très belle revanche pour Charlie. Il était arrivé déjà premier au dernier Vendée Globe avec eh bien ce temps aussi rattrapé par Yannick Bestaven puisqu'il était allé secourir eh bien celui qui était en naufrage. Et là, cette fois-ci, il arrive en héros avec un record que personne n'imaginait. Voilà, il a pulvérisé le record d'Armel Lecléache. Vous avez pu lui parler déjà? Oui, effectivement, dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée, j'ai pu avoir quelques mots, échanger avec lui. Pour lui, effectivement, c'était son rêve. Je lui ai dit qu'il s'inscrivait désormais définitivement dans l'histoire mythique du Vendée Globe au cours de cette 10e édition. Donc, il a eu droit à mes très sincères félicitations, bien évidemment, et celles de toute l'organisation. Oui, il est entré dans la légende et pourtant, cela a été une course très intense avec cette bataille entre lui et Johan Richomme, hein. Oui, effectivement, même on peut ajouter Sébastien Simon à un moment de temps dans les mers du Sud, ils étaient tous les trois. Sébastien qui a perdu un foil et donc qui a été un petit peu distancé. Mais sinon, c'était presque une régate, j'ai envie de dire, entre Johan et Charlie. On sait que ce sont deux hommes qui s'apprécient. Néanmoins, eh bien, c'était la course. Ils se sont immensément respectés. On a vu que l'un passait devant l'autre à certains moments sur eh bien, le dernier cap, le cap Horn. Eh bien, Charlie n'était pas premier. Il a pu récupérer son retard et puis arriver ici au Sables d'Olonne avec pratiquement une journée d'avance, en tous les cas une dizaine d'heures d'avance. On verra ce soir où en sera Johan. Il reste encore des skippers en compétition, hein. Le Vendée Globe, c'est la course d'une vie pour eux, hein. Oui, tout à fait. On est en train de, effectivement, être très admiratif de ce que Charlie vient de réaliser, mais je veux le dire aussi, nous sommes admiratifs de tous ces skippers. Lorsqu'ils vont arriver ici en remontant le chenal des Sables d'Olonne, ils auront tous droit à la même fête. Ce sont tous de très grands marins. Ils auront pu faire le tour du monde en solitaire et sans assistance.
Je vous assure que c'est une grande épreuve. Ils méritent notre admiration et ils l'auront, notre admiration. Ce qui est fascinant aussi dans ce Vendée Globe, c'est cette proximité que l'on peut avoir avec tous ces skippers qui nous font vivre leur aventure à distance via leur réseau, comme un feuilleton en fait. Hein. Tout à fait, je le dis souvent, ce sont, quand on les croise ici sur les pontons au moment du village de départ, on a l'impression de croiser des femmes, des hommes ordinaires, mais qui sont capables de réaliser l'extraordinaire, qui ont beaucoup d'humilité aussi. Sans doute sont-ils allés puiser cette humilité dans ce qu'est leur vie au milieu des océans. Vous savez, on ne peut pas frimer face à l'immensité, face aussi à la violence quelquefois de ces mers. Eh bien, tout ça, eh bien, c'est une véritable leçon pour nous, les terriens, j'ai envie de dire, de voir ces femmes et ces hommes nous partager ce qu'ils sont en train de vivre pendant autant de journées, seuls, encore une fois, totalement isolés, mais en communion avec nous. Et c'est ce qui est le rêve dont on a aussi besoin, nous. Et puis à Monaco, on retiendra aussi cette belle participation de Boris Herman. Hein. Boris est un merveilleux coureur. Boris est bien préparé pour ce Vendée Globe. On aurait pu espérer qu'il soit dans les tout premiers. Néanmoins, il est en train de réaliser une très belle performance lui aussi. Il nous partage les temps justement qu'il vit sur l'océan. Boris est un très beau skipper. Il a lui aussi notre admiration. En conclusion, Alain Leboeuf, on peut le dire, cette 10e édition du Vendée Globe, c'est un véritable succès populaire. C'est un très grand succès populaire. On l'a vu au moment du village du Vendée Globe. On le voit aussi sur toutes les consultations sur les réseaux sociaux. On voit cet engouement qui continue j'allais dire, à se vérifier, mais surtout s'amplifier. Donc on est sur une très grande fête populaire. Et puis ces skippers, eh bien, qui auront battu tous les records dans cette 10e édition, avec 2 jours de retard pourtant au départ sur ce que nous connaissions jusqu'à présent, mais des records battus les uns après les autres jusqu'au record de distance parcourue sur 24 heures par Sébastien Simon, Charlie qui bat des records, Johan qui bat des records. Donc ça restera eh bien une épreuve qui fera histoire et légende dans le Vendée Globe. Eh bien, merci beaucoup Alain Leboeuf d'avoir été notre invité ce soir dans le JT de Monaco Info. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous de suivre cette très belle course et de suivre l'ensemble de nos skippers. Et en particulier Boris, bien évidemment. Bien évidemment. Merci. Nous avons appris aujourd'hui la disparition d'Henri Rey. Il était une figure emblématique du sport à Monaco et aura joué un rôle crucial dans la promotion et le développement des activités sportives locales et internationales. Président du comité olympique monégasque de 1975 à 1994, il a également été à la tête de l'AS Monaco FC de 1970 à 1972. Il était aussi le président du Monte Carlo Golf Club. Henri Rey a connu aussi une carrière politique en étant conseiller national durant 4 décennies, assemblée que son père, Jean-Charles Rey, a présidé entre 1978 et 1993. Les hommages se sont multipliés aujourd'hui pour honorer la mémoire de cette personnalité monégasque, comme celui du comité olympique monégasque ou au centre hospitalier Princesse Grace lors de la traditionnelle cérémonie de vœux. Elle s'est déroulée aujourd'hui en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé. L'opportunité de faire le bilan de l'année écoulée et d'évoquer l'avenir. Le directeur du CHPG, Benoît Trousseau de Sévelinges, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie Rousseau. Un mot tout d'abord sur l'épidémie de grippe et la forte augmentation des cas en principauté. Comment le centre hospitalier Princesse Grace s'est mis en ordre de marche pour y faire face? Eh bien, une fois de plus, le CHPG fait preuve d'agilité. Au niveau des urgences, il y a une activité qui est clairement extrêmement dense et soutenue, de nuit comme de jour, en semaine et en week-end. Donc ça démontre bien qu'une partie de nos patients
ne trouvent pas d'autre issue que les urgences pour être soignés. Et de l'autre côté, pour faciliter cette prise en charge, nous avons transformé 8 lits de chirurgie en lits de médecine pour pouvoir accueillir des patients en deuxième intention après un passage en spécialité alors qu'ils ne sont pas encore en mesure de rentrer chez eux parce que trop fatigués. Aujourd'hui, nous avons 4 patients dans ces lits, donc une capacité d'accueil préservée pour la semaine qui vient. Il est important donc de rappeler, de respecter les gestes barrières. Benoît Trousseau de Sévelinges, le mois de janvier est souvent synonyme de cérémonie de vœux. Celle du CHPG a eu lieu aujourd'hui en présence du prince Albert II et a été l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée. Plusieurs temps forts sont à retenir. Le premier est assurément la fin des travaux du gros œuvre de la phase 1 du nouvel hôpital. Oui, bien sûr, ce bâtiment magnifique qui est notre voisin aujourd'hui et dans lequel nous nous préparons à entrer, c'est un élément marquant à la fin du gros œuvre puisque ça confirme la bonne tenue de l'opération et du calendrier. Et puis pour nous, ça donne forcément des perspectives joyeuses et de plus en plus proches. Et comment va s'opérer la transition pour les équipes du CHPG ? Alors on y travaille. Cette année, nous avons engagé des travaux pour un projet d'établissement 2025-2030. C'est une première puisque jusque-là, on considérait que le CHPG n'avait pas de projet d'établissement en tant que tel et qu'il mettait en œuvre les instructions du gouvernement princier au fur et à mesure que celui-ci exécutait son schéma d'orientation sanitaire. Ce projet d'établissement, ça a été l'occasion d'une émulation collective extrêmement forte puisque nous avons réuni plus d'une centaine de praticiens et d'agents lors d'un séminaire collaboratif qui a été en fait le point d'orgue d'ateliers pluridisciplinaires, de voyages d'études inspirants et qui a permis dans cette émulation en fait de dresser les lignes de l'avenir. Cet avenir, évidemment, il prendra place dans le nouveau bâtiment du nouvel hôpital. Et quand les premiers patients seront accueillis dans ce nouvel hôpital ? Alors actuellement, on est sur le premier semestre 2026 et nous attendons que la direction des travaux publics puisse affiner le calendrier de livraison pour être plus précis. Alors Benoît, l'année 2023 avait été l'année de la transformation. C'était vos mots lors de votre discours l'an dernier. Comment qualifier l'année 2024 ? Alors difficile de la qualifier d'un mot, je dirais qu'on est dans la continuité de cette transformation entamée depuis la fin de la crise Covid. Cette année, on a continué à transformer notre offre de soins, on a continué à travailler sur l'amélioration de l'expérience patient et sur la transformation de nos organisations à partir de cette expérience et de ces retours. Et puis on a continué à travailler beaucoup puisque malgré tout ça, on a encore accru notre activité de l'ordre de 5%. L'année écoulée aura été aussi marquée par des premières médicales. Le CHPG reste au cœur de l'innovation. Je pense notamment à la chirurgie robotique. Oui, tout à fait. La chirurgie robotique, qui est vraiment une réussite au CHPG et qui est une stratégie majeure. Cette année, on a encore augmenté notre activité avec 472 interventions. Nos chirurgiens ont été nommés proctors. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui enseignent la chirurgie robotique à de plus jeunes praticiens ou à d'autres praticiens. Et puis cette année, on a le déploiement de la chirurgie robotique thoracique, spécialité que nous n'avions pas jusque-là, grâce à la contribution du professeur Berthet. Il est important de rester au contact de ces technologies de pointe ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les évolutions de la médecine, c'est d'abord de l'innovation. Et cette innovation technologique, si on veut pouvoir en bénéficier, il faut pouvoir l'appréhender et j'ai presque envie de dire l'apprivoiser dès les prémices, puisqu'après, il est trop tard et on passe sur un nouveau champ technologique que les équipes ont besoin d'assimiler. Quels autres temps forts vont rythmer l'année 2025 au centre hospitalier Princesse Grace ? Donc en mars 2025, nous aurons le plaisir d'accueillir la Haute Autorité de Santé pour une visite de certification qui va venir attester de la qualité de la prise en charge que l'on propose, mais aussi de la qualité de l'expérience patient que l'on peut proposer dans cet établissement. Et puis nous engagerons les travaux sur les organisations du nouvel hôpital, donc qui vont mobiliser toute la communauté hospitalière, puisque ce nouveau bâtiment n'accueillera pas toutes les spécialités dans un premier temps, bien sûr. Pour autant, c'est l'ensemble des équipes qui est embarqué dans ce changement. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Trousseau de Sévelinges, d'avoir été notre invité.
Merci aux équipes de Monaco Info et puis j'en profite pour adresser mes vœux les plus sincères à l'ensemble de nos patients et usagers. C'est vendredi soir que débutera la 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. L'heure est actuellement aux répétitions sous le chapiteau de Fontvieille où se succèdent jusqu'à tard le soir les artistes qui se produiront sur la piste. Cette année, la part belle est faite aux animaux notamment. Une équipe de Monaco Info s'est glissée dans les coulisses de ces répétitions. C'est un reportage de Patricia Navarro et Camille Caloni. Tous les artistes de la 47e édition du Festival international du cirque enchaînent inlassablement les séances de répétition sous le chapiteau de Fontvieille. Dès leur arrivée, il leur a fallu découvrir les lieux et prendre leur marque. Les artistes tous autant qu'ils sont, y compris les animaux qui se produiront sur la piste. Les chevaux turkmènes se sont montrés très impressionnants à leur premier tour d'arène et laissent deviner un numéro époustouflant. Ils feront partie des têtes d'affiche de ce festival. When I was a child, my father training with Akhalteka horses, acrobatic horse show. I started 6 years old doing the show. Now I'm 30 years old. Importance our Akhalteka horses, very beautiful horses in the world. We are 5 times champion in the world. Grupa Troupe Galkınış Horse Show Turkmenistan. La troupe du théâtre-cirque Bingo fait partie des habitués. Chaque année, elle anime les spectacles et pour cette édition, elle proposera des numéros chantés. Yana, auteure ukrainienne, a longtemps écrit les partitions musicales de la troupe. Cette année, elle chantera elle-même sous le chapiteau. It's very important for me to train and to see how the audience gonna take the song and how it's gonna be with the sound and with the mics. There's so many technical things, but the most important thing is how the public will take it. And for me, it's always important to look at the first rows and just to sing to people in the first row. So that's why during the rehearsals, I'm trying to point out where to look, just to make the performance more personal. Ces séances de répétition permettent non seulement aux artistes de se caler, mais aussi à la production qui doit gérer le son, les lumières et les impératifs liés à la retransmission télévisée du spectacle. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une heure pour chaque numéro pour régler la lumière, et le son et tout. C'est assez compliqué hein, avec ce peu de temps qu'on a. Le problème, c'est la télévision et l'artiste, il faut faire le grand compromis. Et moi, je suis au milieu de tout et je dois essayer de mettre tout le monde en place. Hein. Parce que c'est la lumière un peu retard ou la musique, ils sont déjà déconcentrés, comme on dit. Que ce soit sur la piste ou même derrière les sièges, loin des regards, la concentration est déjà bien palpable. Tous les endroits sont propices à l'entraînement. I practice in the capital city of Ukraine, Kyiv. I training since 5 years. I like circus and I like performing on the stage in the circus manege. Dmitro est seulement âgé de 9 ans. Il s'agit du plus jeune artiste de la compétition. Il tentera donc de décrocher un junior d'or, d'argent ou de bronze, récompensant les meilleurs circassiens du festival New Generation, qui est couplé au Festival international du cirque. Et demain, nous recevrons la présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Le fonds patrimonial de la médiathèque de Monaco vient de s'enrichir d'une collection d'ouvrages qui couvre 6 siècles d'histoire de l'édition. Ceci a été possible grâce aux généreux dons de l'ancien ambassadeur Robert Fillon. Fabien Bonilla et Thomas Deus ont assisté à la remise officielle de ces ouvrages en mairie. Voyez leur reportage. Ce sont en tout 614 ouvrages issus de la bibliothèque personnelle de Robert Fillon. Ce don couvre plus de 500 ans d'histoire, du 15e au 20e siècle. La remise officielle de tous ces livres s'est déroulée ce mardi. Vous le comprenez, c'est un merveilleux enrichissement de nos collections. Bien sûr, ils vont être conservés avec une grande sécurité au fonds patrimonial, mais sur demande, on peut venir les consulter. Et puis, on va faire peut-être des expositions où les gens pourront en profiter. Je me suis dit que ce serait intéressant
d'enrichir le fonds de la bibliothèque, ou de la médiathèque plus exactement, à un moment où précisément elle va s'agrandir, elle va trouver de nouveaux locaux, elle va trouver de nouveaux débouchés, un nouveau public aussi, et avec une ambition d'être un véritable centre culturel en dehors d'être un lieu de lecture. Parmi les perles rares, un exemplaire datant de 1478 du Mammotrectus superbibliam, c'est du latin, et cela veut dire nourriture maternelle tirée de la Bible. Il s'agit là d'un incunable. On appelle traditionnellement dans le langage de la bibliophilie incunables les livres qui ont été imprimés avant 1500. Donc l'invention de l'imprimerie, c'est environ 1450, on ne connaît pas la date exacte, mais disons que pendant ces 50 premières années, un certain nombre d'ouvrages ont été imprimés dans différents sites, essentiellement des ouvrages religieux, et ils ont un caractère tout à fait spécifique parce que c'est vraiment les premiers ouvrages imprimés suivant la technique de Gutenberg. Autre livre d'exception, un exemplaire du XVIIIe siècle de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Une belle édition d'époque, en particulier les gravures sont extrêmement bien conservées. Et je savais que la mairie, en fait, n'avait plus d'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en bon état depuis quelques années. Le seul exemplaire étant, à ma connaissance, celui du lycée Albert Ier. Donc je suis très fier que la mairie, désormais, puisse avoir son exemplaire de l'encyclopédie. 614 ouvrages, ce geste contribuera à enrichir les collections du Fonds patrimonial de la médiathèque de Monaco. D'ailleurs, depuis janvier, l'accès à la médiathèque est libre et gratuit pour tous. Comme chaque année au mois de janvier, la récolte des bigaradiers est lancée. Un travail mené par les agents de la direction de l'aménagement urbain. Entre tradition et histoire, la cueillette de ces oranges amères nous ramène aux origines agricoles de la principauté. Les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jean et Thomas Deus. Un parfum d'agrumes embaume les rues de la principauté. La récolte des bigarades et des oranges amères est en cours. Plus de 10 tonnes de fruits sont à cueillir. Et comme le veut la tradition, les passants sont invités à se servir pour réaliser leur propre vin d'orange ou confiture. Zéro traitement, on traite jamais, il n'y a aucun traitement sur les fruits et sur les plantes. On fait une fois par an, on passe un engrais, mais c'est un engrais complètement bio, donc il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Et c'est vrai que les résultats ils y sont parce que les plantes elles sont très très belles et se développent très bien. Maintenant ils font la récolte, dès qu'ils ont fini la récolte, ils vont commencer à faire la taille. Un travail de taille pour la trentaine d'agents répartis dans Monaco. La principauté compte plus de 500 bigaradiers à entretenir. On commence à parler des bigaradiers en 1470. À l'époque, c'était un État qui était basé surtout sur l'agriculture. Il faisait partie de la base économique du pays. Et donc, les bigaradiers qu'on voit là, c'est encore le patrimoine historique, disons, un peu de Monaco, de l'ancienne Monaco agricole qui avait jusqu'à 1800-1840. Et pour en savoir plus sur l'histoire du bigaradier en principauté, 6 panneaux sont exposés dans la rue Princesse Caroline. N'hésitez pas donc à aller à la rencontre des jardiniers si vous souhaitez récupérer quelques bigarades. La récolte se poursuit jusqu'au 24 janvier prochain. Quand l'AS Monaco ouvre ses portes aux clubs amateurs de la région, dernièrement, la Maison Rouge et Blanche a accueilli au centre de performance les clubs partenaires de l'académie. Baptisé Unseme, ce programme offre un temps d'échange précieux entre les éducateurs du centre de formation et les acteurs du football de la Côte d'Azur. Christina Petit-Homel vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus. L'objectif, renforcer et pérenniser le lien qui existe entre l'AS Monaco et les communes et clubs amateurs de la région. Un programme intitulé Unseme qui veut dire ensemble en monégasque. Un engagement gagnant-gagnant permettant la mise en place de nombreuses passerelles. Aujourd'hui, on est à l'AS Monaco des fervents défenseurs de se dire que ensemble on va plus loin, c'est le cas de le dire, et que plus on va partager, plus on va écouter, entendre, peut-être soumettre des idées, en récolter aussi, et plus on a des chances de se rapprocher d'une vérité en termes d'accompagnement et de développement des jeunes joueurs de 13, 14, 15 ans, 16 ans. Donc je pense que c'est important pour l'AS Monaco d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui, on est un club qui a des structures, qui a des moyens, qui a une expertise, qu'on doit mettre aussi à disposition des gens qui nous entourent, parce que si on veut que le football soit fort, si on veut que l'AS Monaco soit forte, il faut qu'à un moment donné, les clubs autour connaissent bien ce qui se passe à l'intérieur, connaissent bien aussi les repères, les exigences d'un club professionnel comme l'AS Monaco, mais que nous aussi,
on soit capable de nous mettre à disposition et de savoir ce qui se fait dans ces grands clubs amateurs. Le projet Unseme a donc été lancé officiellement hier soir en présence des communes et des clubs partenaires. Une première pour Monaco. Dans le cadre de ce programme, différentes rencontres seront prochainement organisées, ainsi que des journées découvertes au sein de l'Académie de l'AS Monaco pour permettre aux clubs de la région de s'immerger le temps d'une après-midi dans le quotidien des formateurs monégasques. Les partenaires pourront ainsi visiter les lieux, assister à des séances d'entraînement et échanger avec les coachs. Une chance pour les clubs des communes limitrophes comme Roquebrune, Cap-d'Aille et Beau-Soleil, ou encore pour des clubs un peu plus lointains comme Aix-en-Provence de pouvoir bénéficier des conseils et de l'expérience d'un grand club comme l'AS Monaco. Ce qui est important, c'est qu'on puisse mesurer que les problématiques quotidiennes sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas se ressemblent, avec une différence de moyens. C'est d'abord une récompense pour nos éducateurs de pouvoir visiter les lieux, de pouvoir échanger et puis bien évidemment prendre des bonnes pratiques et s'inspirer de ce que fait un club professionnel. Aujourd'hui, on se rend compte même au plus haut niveau que la grande majorité des clubs justement commencent à travailler avec les clubs de leur région, ce qui facilite une certaine connexion, une certaine identité à travers ces clubs-là. Donc ça devient un modèle de formation, je pense, important. L'objectif, vous l'aurez donc compris, favoriser les échanges entre les formateurs de l'Académie de l'AS Monaco et les éducateurs des clubs partenaires et permettre ainsi à ces derniers de bénéficier du savoir-faire et de l'expérience du club de la Principauté. Une bien belle initiative. On reste dans le sport avec ces images que l'on n'avait plus revues depuis janvier 2020. 5 ans plus tard, le bob à 4 monégasque est de retour sur les pistes d'une Coupe du Monde. Pour son comeback, il a choisi l'un des plus beaux sites, celui de Saint-Moritz et sa piste naturelle. Nous devrions retrouver ce bob tout au long de la saison jusqu'aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina en 2026 avec le bob à 2. Et c'est depuis la Suisse que le pilote Boris Vian a lancé une invitation à GMK. Dans sa dernière vidéo publiée sur les réseaux avec le champion olympique de judo Teddy Riner, l'influenceur se demandait s'il rentrait dans un bobsleigh. L'équipe monégasque a sauté sur l'occasion pour inviter GMK à venir partager une descente en bob à ses côtés. Aberrant, me direz-vous, nous suivrons cette invitation de très près. L'actualité en bref, c'est également le Mounegou Repair Café qui vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 15h30 au marché de la Condamine. L'opportunité de réparer gratuitement vos appareils défectueux sans moindre coût, tout en ayant un geste pour la planète. Ce journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo avec Christina Petit-Homel, puis un épisode inédit d'immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco proposé par Alban Gingembre. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et la récolte des bigaradiers. Passez une très belle soirée et rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera au beau fixe, mais ne vous fiez pas au beau soleil. Les températures seront cependant assez fraîches puisqu'elles seront comprises entre 4 et 12 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Rémis. Alors, pourquoi nous prions le Saint-Rémy? Eh bien tout simplement parce que les Rémis nous font voir l'action de Dieu là où on aurait plutôt tendance à voir le mal. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.